La pluie tombait drue sur le toit fatigué de la vieille bâtisse quand la famille Morel franchit le seuil de ce qui allait devenir leur nouveau foyer, ou leur tombeau, selon comment l'histoire devait se finir. Claire et Julien, jeunes trentenaires désabusés par la ville, rêvaient d'un coin de campagne tranquille pour élever leurs 2 enfants, Léon, 8 ans, et Lise, 5 ans. La maison, achetée pour une bouchée de pain après une série de ventes avortées et d'anciens propriétaires fuyants, se dressait au bord d'un petit bois, ses murs couverts de lierre et sa façade inclinée comme si elle voulait leur souffler un avertissement. Mais Claire, avec son amour du vintage, y voyait un charme mystérieux. Julien, avec ses économies maigres, y voyait une opportunité inespérée. Dès la première nuit, alors que le silence enveloppait la maison et que les enfants dormaient à l'étage, Claire se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts, le cœur battant, un murmure, ténu mais distinct, rampait le long du mur derrière la tête de lit. Des mots inaudibles, comme si une voix lointaine récitait une prière oubliée ou murmurait une berceuse funèbre. Elle secoua Julien, qui pesta d'être réveillé, mais tout était redevenu silencieux. Le lendemain matin, elle mit cela sur le compte de la fatigue et du stress du déménagement. Mais les jours suivants, les chuchotements devinrent plus clairs, plus insistants, semblant se déplacer dans les murs, comme une présence qui circulait derrière le plâtre et les boiseries. Léon déclara un soir qu'il n'aimait pas sa chambre, qu'elle parlait trop la nuit, tandis que Lise se mit à fixer les murs avec un sérieux étrange pour une fillette de son âge. Elle me dit des choses, murmurait-elle parfois à sa mère, en désignant le coin sombre près de l'armoire. Les nuits devinrent un calvaire. Des voix. Toujours des voix. Pas des cris, ni des plaintes, mais des conversations chuchotées, fragmentées, dont les mots flottaient dans l'air comme des cendres. Il ne faut pas les réveiller. Ils ne doivent pas savoir. Ferme la porte, vite, avant qu'ils. Julien, d'abord sceptique, entendit lui-même une nuit ces voix alors qu'il descendait à la cuisine. Il resta figé au pied de l'escalier, glacé, écoutant le mur de droite qui semblait vibrer légèrement, comme une gorge qui murmure. Il colla son oreille et faillit reculer en criant. Une voix d'enfant, étouffée, répétait en boucle « Je suis là, je suis là, je suis là », jusqu'à ce que le son se dilue dans un sanglot désespéré. Le lendemain, il descendit dans la cave, pensant que peut-être, des tuyaux vétustes ou des interférences électriques pouvaient expliquer ce phénomène. Mais la cave était sèche, silencieuse, recouverte de poussière et de toiles d'araignée. Sauf un mur, récemment gratté, dont le plâtre semblait avoir été écaillé avec des ongles. Claire, de son côté, découvrit dans le grenier une malle ancienne, verrouillée mais dont le bois était fissuré. À l'intérieur, des journaux datés de 1947, 1952, puis brusquement 1981. Tous racontaient, en pages secondaires, des faits divers étranges, enfants disparus, familles fuyant la région sans laisser d'adresse, voisins murés dans le silence. Aucun n'en ne revenait, mais toujours la même adresse, le 27 chemin des Genévriers, leur maison. Un frisson parcourut son échine. Elle confronta l'agent immobilier, qui bredouilla quelque chose sur des rumeurs de village, l'imagination des gens, avant de raccrocher précipitamment. Les enfants changèrent. Léon devint plus fermé, colérique, comme s'il portait un fardeau invisible. Lise, elle, chantonnait des chansons anciennes, qu'aucun des parents ne lui avait apprises. C'est elle qui me les a apprises, disait-elle simplement, le regard vague. Quand on lui demandait qui était elle, elle répondait, la fille derrière le mur. Julien commença à noter des anomalies, des objets déplacés, des portes ouvertes alors qu'elles avaient été verrouillées, des ampoules qui explosaient sans raison. Une nuit, il installa une caméra dans le couloir menant aux chambres. La vidéo du lendemain montrait une ombre. Pas humaine, pas animale, quelque chose d'intermédiaire, qui glissait contre les murs comme une coulée noire. Claire, terrifiée, proposa de partir, mais Julien voulait comprendre. Il fit rappel à une médium, une femme âgée au regard triste. Dès qu'elle entra, elle blêmit. « Ce lieu n'est pas hanté, madame, » dit-elle d'une voix rauque. « Il est possédé. » Elle refusa de poursuivre la visite. Julien se mit à chercher dans les archives municipales. Il découvrit qu'au XIXe siècle, la maison avait été un orphelinat. Puis un hôpital psychiatrique pour enfants. Puis, après un incendie inexpliqué, elle resta abandonnée pendant 50 ans. L'un des directeurs, un certain docteur Valin, avait été accusé de pratiques non conventionnelles, mais l'affaire fut étouffée. Une rumeur persistait, certaines pièces avaient été murées après des accidents. Claire, en fouillant la chambre de Lise, découvrit sous le plancher une trappe minuscule. Derrière, un tunnel. Et au bout, une pièce exiguë, éclairée par un soupirail. Sur les murs, des traces de griffures, et un prénom gravé dans la pierre, Anna. Ce soir-là, Lise disparut. Les parents la cherchaient dans toute la maison, hurlant, fouillant chaque pièce, chaque recoin. Et puis la voix de Lise résonna, douce,
presque chanter. Je suis là dans le mur. Le mur trembla. Julien, fou, prit une masse et commença à frapper le mur derrière le lit de sa fille. Le plâtre céda, révélant un vide, une pièce cachée. Dedans, Lise, assise calmement, entourée de poupées en porcelaine, et d'un lit d'enfant recouvert de poussière. Anna voulait jouer, dit-elle, en souriant. Ils fuirent la maison le soir même. Mais depuis, chaque nuit, dans leur nouvel appartement, même à 100 kilomètres de là, Claire entend parfois, entendant l'oreille, un murmure contre le mur. Un nom répété. Encore et encore. Anna. Claire n'en parla à personne, pas même à Julien, qui se réfugiait dans le silence depuis ce jour où il avait découvert leur fille assise dans une pièce murée, comme si cette vision l'avait brisé à l'intérieur, déplacé quelque chose d'essentiel en lui. Il avait arrêté de parler de la maison, de ses recherches, même de la voix d'Anna, et désormais, il fixait souvent les murs en fronçant les sourcils, comme si quelque chose d'invisible tentait de communiquer encore. Quant à Lise, elle était redevenue silencieuse, mais pas comme avant, non. Cette fois, c'était un silence habité, presque grave, comme si une présence en elle l'accompagnait à chaque instant. Elle ne jouait plus. Elle ne riait plus. Elle observait, le regard fixe, souvent tourné vers les angles sombres, les coins oubliés de l'appartement, comme si elle y voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Parfois, elle se mettait à parler dans son sommeil, à voix basse, dans une langue ancienne ou oubliée, faite de sons doux, terriblement doux, comme les chuchotements de cette maison qu'ils avaient fui, et Claire sentait alors son sang se figer, car cette voix n'était pas celle de sa fille, ni celle d'un enfant. Elle avait cette texture, moqueuse. Chaque nuit, les murs de leur appartement grésillaient. Au début, elle avait cru à un problème d'humidité ou de câblage, mais les techniciens ne trouvaient rien. Et puis un soir, vers 3 heures du matin, elle vit une ombre passer sur le mur de la cuisine, comme un reflet sans source. Elle n'osa pas crier. Le lendemain, Julien annonça qu'il partait quelques jours, pour prendre l'air, dit-il, mais Claire comprit que quelque chose l'avait rappelé, que la maison, peut-être, n'en avait pas fini avec lui. Il ne revint jamais. Ni appel, ni message. Juste son téléphone retrouvé sur la table de chevet, et une note griffonnée. Elle n'est jamais partie. Ni elle, ni moi. Il faut que je retourne là-bas. Claire, désormais seule avec ses 2 enfants, sentit la peur devenir une compagne constante. Léon, qui jusque-là semblait avoir été épargné, commença à faire des cauchemars violents. Il se réveillait en hurlant que les murs bougeaient, que quelqu'un voulait entrer, que papa l'appelait depuis les fissures. Et un matin, elle trouva Lise debout face au mur du salon, la main posée contre la cloison, murmurant. Ils sont 3 maintenant. Anna, papa, et le monsieur triste. Elle hurla. Elle appela la police, un prêtre, un psy. Aucun ne resta plus de 2 visites. L'un d'eux lui glissa, à voix basse, en quittant l'appartement. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas la maison. C'est elle. Elle les porte. Et alors, une vérité horrible la traversa. La maison n'était pas hantée, sa fille l'était. Lise portait en elle l'écho de ce lieu, comme une boîte ouverte à jamais, un réceptacle fragile qui avait laissé passer quelque chose. Claire décida alors de tout abandonner. Elle loua une voiture, prit ses enfants et roula jusqu'à la mer, pensant qu'un rivage, le vent, le sel, pourrait briser la malédiction. Ils logèrent dans un vieux gîte breton, près des falaises. Mais la première nuit, elle entendit les mêmes murmures, pas dans les murs cette fois, mais dans les vagues. Reviens. Elle nous manque. Elle est à nous. Élise se leva dans la nuit, s'approcha du balcon, ouvrit la porte-fenêtre, et, nue, s'approcha du bord de la falaise. Claire la rattrapa à temps, lui hurla dessus, la serra contre elle en sanglotant, et Lise, dans un murmure étranger à elle, articula lentement. Tu ne peux pas m'éloigner d'eux. Ils sont en moi. Le lendemain, Claire partit dans un hôpital psychiatrique avec sa fille. On l'écouta. On ne la crut pas. On parla de schizophrénie infantile, de troubles dissociatifs, d'hallucinations induites par le stress. Mais les médecins changèrent de ton après une nuit passée avec Lise dans l'unité. Une infirmière refusa de revenir, affirmant que la petite avait récité en boucle un poème macabre du XVIIIe siècle, un poème qu'aucun enfant ne pouvait connaître, et qu'elle murmurait dans un accent ancien. On la transféra dans une clinique spécialisée. Claire restait près d'elle. Toujours. Mais chaque nuit, sa fille l'appelait. Non pas pour lui dire maman, mais pour lui dire « Tu entends, toi aussi ». Et Claire, malgré elle, posait son oreille contre le mur de la chambre blanche et entendait. Oui, elle entendait encore. Une voix qui disait « Nous sommes encore là. Et bientôt, vous aussi. »